Bonjour, ici André Fauteux, éditeur du magazine La Maison du 21e siècle. Alors, en ce 3 novembre 2021, je suis très heureux d'avoir Michel Labrec avec moi, qui est le conservateur de notre jardin botanique à Montréal. En plus d'être écophysiologiste, il est chef de la division de la recherche au jardin botanique et professeur associé à l'Université de Montréal, spécialisé entre autres en phytotechnologie. Mais bonjour, Monsieur Labrec. Bonjour, c'est un plaisir d'être Alors, là. oui, merci d'avoir pris le temps ce matin. D'abord, donc, on va parler de changement climatique, on va parler, évidemment, c'est la COP 26 cette semaine et il y a beaucoup de gens qui sont éco-anxieux et découragés. Et j'aimerais parler donc comment atténuer les changements climatiques avec vous et comment s'adapter. Mais d'abord, parlez-moi un peu de votre travail de conservateur, entre autres. C'est vraiment important ce que vous faites et toute la recherche qui se fait au Québec. Euh, oui, effectivement, vous avez bien traduit la chose parce que parmi les responsabilités que j'ai, c'est probablement celle qui est la plus entre guillemets, importante parce que être le conservateur de ce grand jardin botanique, c'est une charge de confiance là, importante parce que dans l'histoire du jardin botanique, qui aura bientôt 100 ans là, en 2031, il n'y a eu que 4 conservateurs. Donc, les conservateurs sont assez stables dans leur fonction. C'est peut-être inhérent à leur titre aussi, là, de conserver les choses. Alors, on se conserve bien. Alors que si vous calculiez le nombre de directeurs ou de directrices, ben, il y en a eu plusieurs, probablement pas loin d'une quinzaine ou d'une vingtaine, je ne sais plus, mais certains sont passés très vite aussi. C'est plus politique, c'est plus administratif. Euh, mais les conservateurs, donc, c'est ça. Je suis le 4e conservateur de l'histoire du jardin. Et puis, c'est un rôle un peu comme dans n'importe quel musée. C'est celui qui a la responsabilité de l'orientation des collections, de l'acquisition et de l'aliénation de certaines plantes en collection. Évidemment, je fais ça avec une équipe, là. C'est pas, tout le poids ne repose pas sur moi, et heureusement. Mais en Aliénation, dernier recours, aliénation, ça aliénation, veut c'est dire qu'on va les quand donner ou on les élimine laisser des mourir. choses. Alors, des choses peuvent être éliminées pour toutes sortes de raisons, parce qu'elles sont en duplicata, parce qu'elles sont en mauvais état, parce que leur valeur scientifique n'est pas Mhm, suffisante, puis on a un meilleur spécimen, etc. Donc, mhm, on fait des choix comme ça. Parfois, c'est difficile. On est limité dans l'espace et dans la place. Puis en plus, contrairement à une collection de tableaux ou d'œuvres de sculpture, par exemple, les plantes, ben, c'est vivant. Alors, ça demande des soins, ça demande d'être euh, protégé, arrosé, etc. Et ça pousse, donc il faut aussi faire de la place parce que donc, elles grossissent et elles se multiplient. Donc un rôle de conservateur. C'est le même rôle de conservateur, mais on gère du vivant. Donc, c'est un petit peu plus. Ça présente d'autres défis, mettons. mhm. Et est-ce que votre collection est affectée par les changements climatiques? Ben, elle ne l'est. Elle l'est en partie, c'est sûr, surtout les plantes qui sont dans nos L'extérieur. jardins, dans notre arboretum. Oui, on est comme tout ce qui est exposé aux intempéries, au climat. Oui, bien sûr, mais ça nous questionne beaucoup. D'ailleurs, on a une réflexion actuellement sur vers quoi est-ce qu'on devrait être proactif et déjà prévoir d'introduire dans nos collections. Je parle surtout des collections de jardins et d'arboretum. Donc, arboretum, c'est une collection d'arbres, là. Est-ce qu'on ne devrait pas être proactif puis introduire des plantes qui sont à la limite, mettons, de leur aire naturelle de distribution ou de leur rusticité ici? Et pour avoir dans 50 ans des beaux arbres qui normalement ne pousseraient pas ici, mais pourront peut-être pousser ici Mhm. en 2060, là, ou je ne sais pas. Donc, on est dans cette réflexion-là. Ce n'est pas simple parce que on ne peut pas vraiment gambler, entre guillemets, là, avec le climat, puis Ouais. de dire on va introduire tout de suite des arbres qui poussent mettons, la Caroline, dans les Carolines ou en Mhm. Virginie, puis on va les planter ici, puis on aura une superbe collection en 2050 ou 60 ou 75, parce que les aléas du climat restent ce qu'ils sont. Et on peut imaginer aussi que les changements climatiques, ce n'est pas aussi une ligne continue, il y a des soubresauts. Et puis, quand on regarde
ce que les climatologues prévoient comme changement climatique, oui, il y aura certainement un réchauffement général du climat pour les latitudes autour de Montréal et du sud du Québec, mais en même temps, il y aura aussi des changements brusques, des tempêtes, des tempêtes hivernales, des tempêtes plus en période estivale, et aussi des grands froids, puis tout d'un coup des dégels. Donc, ça va être beaucoup, beaucoup de variations. C'est les Et extrêmes. oui, et c'est beaucoup ce qui est prévu pour le sud du Québec. Et ça, ben, ça nous laisse pas toutes les marges. Si on savait que ça s'en va dans une direction, c'est simple, là, mais ça peut être ça aussi. Ce qui fait que si, par exemple, on misait en disant on va introduire plein d'espèces d'origine plus méridionale, donc plus du sud, on pourrait aussi se retrouver un hiver avec une période de -20, -30, puis tout ça pourrait être menacé. Alors, Mhm. c'est des réflexions qu'on a. Il est probable qu'on ne mettra pas tous nos œufs dans le même panier, mais qu'on pourrait peut-être introduire des choses, mais sans nécessairement faire des choix trop radicaux dans ce sens-là. Mhm. C'est peut-être plus les végétaux new-yorkais que de la Caroline qui se Oui, rapprochent du ben, nord. c'est ça. Ouais. Mais en même temps, on pourrait dire on va introduire des plantes, par exemple, je sais pas, des tulipiers qui viennent plus du centre des États-Unis puis qui sont de beaux arbres. Mais on pourrait aussi dire on va introduire des arbres dont l'origine, de provenance plus, donc des arbres qui sont, par exemple, des érables argentés qui poussent naturellement ici au Québec, là, dans notre forêt, mais ils poussent aussi en Floride, les érables argentés. Alors, on pourrait dire on va Ah, introduire des provenances plus du sud qui vont être peut-être mieux adaptées à. Mais ça aussi, c'est un risque. En tout cas, on est dans ces réflexions-là, puis ouais. ça discute. Ça fait partie des réflexions que le conservateur et ses équipes-là ont actuellement. Oui, seule chose qui est certaine, c'est que les changements climatiques sont déjà là et même si on cessait d'émettre du CO2, du méthane, ça se poursuivrait. Donc, on doit s'adapter. Ouais. Mais premièrement, comment peut-on ralentir, même si évidemment les Chinois et les Australiens continuent de miner et de brûler du charbon? C'est malheureux, les nouvelles qu'on lit ces temps-ci, qu'on entend. Mais pourquoi est-ce que c'est important et qu'est-ce qu'on peut faire au Québec? Ce n'est pas tout le monde qui peut abandonner l'auto à essence en solo, par exemple. Donc, au niveau végétal, qu'est-ce que vous recommanderiez aux gens pour atténuer Ben, l'impact des changements ouais. climatiques? Vous savez, moi, je suis un amoureux des arbres, puis j'encourage la plantation d'arbres, puis la protection des milieux forestiers, etc. Là, mais dans la réalité, ça contribue quand même très peu à combattre les changements climatiques. Euh, Ça aide à toutes sortes de choses. Ça améliore la qualité de l'air, ça C'est plus améliore la l'adaptation. résilience. Localement, ça peut atténuer des îlots de chaleur, ça peut créer plus d'humidité, ça brise les corridors de vent. Donc, ça améliore les conditions. Mais globalement, pour un État, pour le Québec, pour le Canada, pour le monde, là, la plantation, il faudrait en planter des milliards d'arbres pour qu'on puisse voir un changement pour contrebalancer les émissions actuelles de l'homme là, sur la planète. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il faut quand même être réaliste. La plantation d'arbres contribue beaucoup à améliorer la qualité de vie. On parle beaucoup de résilience quand on parle de changement climatique. La résilience, c'est comment on s'adapte, comment on apprivoise ces nouvelles conditions et comment on rend ça plus viable. Donc, les arbres ont un rôle extrêmement important à jouer. Ce sont des filtres de l'air. Donc, non seulement ils absorbent les gaz à effet de serre, mais ils dégagent de l'oxygène aussi. Donc, c'est vraiment une façon d'améliorer la qualité de l'air. Ils captent les poussières qui sont dans l'air aussi par leurs feuilles, par toutes les surfaces de leurs feuilles. Donc, ça aussi, ça a un autre rôle à jouer. Donc, localement, ça joue un rôle important et il faut encourager la plantation d'arbres et concevoir des villes ou des quartiers avec beaucoup plus d'arbres, on parle beaucoup d'un pourcentage de canopée, ça c'est dans le langage actuel, donc une couverture forestière importante, même dans les milieux urbains, ça on l'encourage, puis je vais être au premier rang pour l'encourager. Mais il faut quand même relativer un peu tout ça, puis se dire que les arbres
euh, il en faudrait beaucoup pour vraiment faire un effet significatif sur les changements climatiques. Oui, moi j'aime bien des programmes comme Arbre Révolution qui ont été créés au Québec, donc l'achat de crédits de carbone. Il faudrait que ça soit légiféré, dans le fond, à chaque fois Oui. qu'on fait un plein d'essence ou qu'on prend l'avion, dans le fond. Oui, c'est sûr. C'est sûr que la planter, on ne va pas ignorer que la plantation d'arbres est un plus pour l'environnement, un plus pour la qualité de vie. Et ça, faut certainement l'encourager. Et puis, encore là, il faut planter des bons arbres aussi aux bons endroits. Ça, c'est l'autre chose aussi. Alors, Oui, certainement. bien, parlons-en un peu. J'ai Nathalie Blot d'Ouranos qui m'a écrit un bel article sur l'adaptation. Et puis, je parlais à André Bourassa également, qui est un ami, l'ancien président de l'Ordre des architectes, avec sa femme Micheline. Et puis, on disait que des fois, il y a des contradictions entre l'architecture bioclimatique, on veut mettre des arbres proches des maisons pour ombrager. Là, on se demande est-ce que les arbres vont tomber avec des tornades ou est-ce que le feu va prendre. J'ai entendu à Radio-Canada, par contre, que la baie du Son nous protégerait des gros feux de forêt qu'on a vus dans la côte ouest. Est-ce que c'est ce que vous croyez? Nous, on est un peu dans le sud du Québec, les incendies de forêt, les feux de forêt ne sont pas un facteur de succession naturelle des forêts, hein. Les feux de forêt, c'est plus dans les forêts conifériennes, comme on a, mettons, plus au nord, dans Abitibi et sur la côte Au lac nord, tout ça. Saint-Jean? Oui, Oui, exactement. mais dans Là, les là, les feux de Laurentides, on en a quand même beaucoup de Oui, conifères. mais c'est une forêt mixte. Alors, c'est pas un facteur aussi important qui conditionne, mettons, les successions naturelles des forêts. Alors que quand on va plus au nord, où la dominance devient des forêts d'épinettes, le feu joue un rôle très important dans les successions naturelles et écologiques des forêts. Mhm. C'est un facteur naturel. Mais Le ça, c'est à problème, cause de la résine des non, sapins, c'est le des type de conifères. forêt. Les conifères sont plus susceptibles de brûler. La densité est celle-là. Les arbres ont des épines qui brûlent bien. Puis effectivement, la résine fait un combustible qui va stimuler les feux. Alors, oui, il y a tous ces facteurs-là qui entrent en ligne de compte. Et la diversité est moins grande, hein. C'est souvent une dominance très forte d'épinettes, l'épinette noire. Donc, dans ces cas-là, effectivement, les feux peuvent être assez importants. Catastrophiques, je ne sais pas, parce que c'est un phénomène naturel, mais est-ce qu'on est protégé par probablement qu'on est un petit peu à l'abri par rapport à mettons, aux forêts de la Californie, de La l'Ouest Colombie-Britannique, canadien oui. aussi, Mhm. ouais. Mais il y a quand même des feux importants qui peuvent avoir, qui ont eu lieu au Québec, là, sur la côte nord, et puis Oui, sur, on a eu la baie James même, je me souviens ici à ouais, ouais, ouais. Saint-Adèle, le ciel était pas mal jaune. Oui. Mais au niveau de placer les arbres, habituellement, on dit qu'on va mettre des conifères à l'ouest pour couper les vents dominants. Euh, mais si on en plante, ça pousse en combien de temps? À quelle distance on devrait les mettre, par exemple, pour ombrager rapidement? Ah, ben, ouais, ben, ça dépend. Des arbres, quand on dit ça pousse rapidement, oui, une épinette pousse pas mal rapidement. Je sais pas, c'est vrai que dans les modes d'utilisation des arbres pour, mettons, créer de l'ombre à nos habitations, Ça, c'est les c'est vrai que feuillus, évidemment. Oui. ouais, c'est intelligent de mettre des conifères tu sais, pour protéger des vents dominants du nord du nord-est, mettons. Et puis de mettre des feuillus qui vont avoir des feuilles en été, donc qui vont ombrager la maison pour diminuer la climatisation ou les besoins de climatiser la maison et qui en hiver vont laisser le soleil frapper la maison et puis donc permettre un réchauffement par la fenestration, etc. Donc, ça, c'est des pratiques qu'on encourage aussi. Dans les distances, ça dépend Pour un feuillu à l'ouest, disons, là, pour ombrager quelqu'un qui se construit, à quelle distance du côté ouest on mettrait un érable ou autre? Pas trop près, hein? Trop près, ça crée souvent des inconvénients de risque de bris de branches les maisons, sur les habitations. Ça peut aussi créer, tu sais, ça laisse parfois, quand l'arbre est trop près, de l'humidité
une mauvaise circulation de l'air et donc ça peut créer de la moisissure, du développement de mousse sur les murs des maisons, etc. Donc, on ne conseille pas nécessairement d'accoler les arbres à la maison. Et puis, il y a toujours le risque des racines aux infrastructures, là, donc les conduites d'eau, les renvois, les égouts, C'est vrai que les solages, etc. les racines se répandent autant que les branches en termes de superficie, en général. Oui, ça, en théorie, oui. Mais dans la pratique, le plus Ça souvent, dépend. ce n'est pas ce qu'on observe quand on déterre un arbre. La plupart là, au Québec, ici, les racines sont généralement en superficie des sols déjà. Et le diamètre ou la distribution des racines peut se faire parfois assez loin de l'arbre, ça c'est vrai. Mais, les parties aériennes, en général, des arbres sont généralement nettement supérieures parce qu'il y a moins d'obstacles au développement des parties aériennes. Et dans la réalité, je pense que ça représente pas autant de biomasse, là, de matière et de superficie d'étendue. Ça dépend aussi des arbres, mais en général, c'est plus réduit. Sur certains arbres, la croissance rapide, par exemple, tu as peut-être 30 ou 25 de racines en proportion de la partie aérienne. Donc, cette image-là, en théorie, que l'on fait, elle se vérifie pas aussi bien dans la pratique que ce qu'on imagine. D'accord. Ouais. Donc, pour revenir avec la question, si je plante un feuillu et que je veux qu'il ombrage ma maison d'ici 15-20 ans, on mettrait ça à combien de pieds? Est-ce que c'est Je ne sais pas. Moi, je ne le mettrais pas. Je le mettrais à au moins une 30? distance de 25-30 pieds. Ouais, je pense que ça serait un bon compromis pour en bénéficier, puis en plus d'avoir les effets positifs et diminuant les risques, mettons, que je mentionnais tout à l'heure. D'accord. J'ai vu derrière le guide du Conseil national de recherche pour prévenir les incendies urbains, c'est minimum 30 pieds. Bon, ben alors, raison de plus, c'est ça. J'ai Oui. encore quelques conifères à couper au nord. C'est moi. Il y avait aussi un webinaire récemment d'un magazine américain qui disait que les pelouses rafraîchissent ou absorbent plus le CO2 que les arbres, je crois, de mémoire. Je ne me souviens pas c'était lequel. Ben, Contre les îlots de vous chaleur, savez, peut-être? le gaz carbonique, là, la façon simple d'évaluer qu'est-ce qu'un arbre peut absorber, c'est en fonction de sa biomasse. Si un arbre produit plus de biomasse ou de nouveaux tissus dans une saison que le gazon, ben, dites-vous qu'il a plus absorbé de gaz carbonique. Là. C'est aussi simple que ça. Je pense que c'était contre les îlots de chaleur qu'on disait justement la superficie du gazon. J'avais été surpris. Je n'avais pas entendu ça. Vous le Pas saurez sûr. parce que... Non? OK. Je ne sais pas, ça dépend. C'est un arbre qui ne pousse pas et par rapport à un gazon qui pousserait parce qu'on le fertilise, oui, ça, je pense que c'est probablement vrai. Mais un arbre qui est dans de bonnes conditions et qui produit beaucoup de nouveaux tissus, donc des nouvelles feuilles, des nouvelles branches, etc., ça finit par faire pas mal de biomasse. Et il suffirait juste de comparer la biomasse de un et de l'autre. Une pelouse, qu'est-ce que ça peut produire annuellement, puis un arbre, ce que ça peut produire, puis multiplié par 2, ça donne à peu près le nombre de CO2 qui a été fixé. D'accord. En tout cas, pour les îlots de chaleur, je vous reviendrai, je vais remonter aux sources, mais c'est certain que remplacer l'asphalte par du gazon, c'est bon pour rafraîchir Mais ça, le c'est quartier. certain, parce qu'on déminéralise les surfaces, on permet de l'absorption de l'eau, on permet. Non, mais ça, tout est toujours mieux que de l'asphalte et du bitume. Ouais. Je sais que mon ami Emmanuel Cosgrove, le directeur des cohabitations, recommande aux gens de carrément briser le ciment aussi, le béton, l'asphalte en ville. Oui. Pour, nos allées, j'aime pas ça quand je vois les gens qui pavent même les allées à la campagne. Ça va favoriser le ruissellement, j'imagine, davantage. Oui, c'est sûr que tout ce qu'on fait qui réduit les surfaces absorbantes, c'est une nuisance à la fin du compte parce que cette eau-là, elle s'en va soit dans. Tout dépend où on est, mais en ville, elle s'en va dans les égouts. Là, et c'est de l'eau qui va être, à la fin du compte, perdue, traitée
à l'usine de traitement des eaux de ruissellement puis des eaux usées. Donc, c'est certainement pas une bonne chose. Alors, il faut favoriser la rétention de cette eau. La réutilisation, c'est encore mieux. Et puis, qu'elle profite à la végétation. Ouais. Surtout avec les orages violents, mon lac a déjà débordé. Mon voisin avait perdu le chemin et des caries étaient remplis en Ouais. 87. Donc, la végétation absorbe Ben oui, beaucoup d'eau. c'est sûr que ça, c'est l'autre chose. Puis effectivement, quand on parlait tout à l'heure des changements climatiques, ce risque d'événements violents, de fortes précipitations en quelques heures, on dit que ça risque d'être de plus en plus fréquent. Donc, c'est sûr qu'il faut prévoir ça. Ouais. Oui. Dernièrement, c'était triste d'apprendre que notre érable à sucre est menacé par les changements climatiques. Est-ce qu'il y a des espèces qu'on devrait justement favoriser qui sont plus robustes? Ouais, tous nos arbres, on leur menace. Tu sais, il y a les ravageurs, la grille du frêne, la grille du bouleau, certains insectes qui s'attaquent aux hêtres, aux érables, etc. Mais dans un tel contexte, c'est difficile encore là de faire des choix, mais certainement que si on voulait, mettons, penser qu'est-ce qu'on devrait privilégier en ville ou sur nos terrains plutôt dans le contexte des changements climatiques, ben, moi, j'irais certainement vers des arbres qui ont moins de grosses branches charpentières parce qu'on dit qu'il y aura plus d'événements de verglas, plus d'événements de vent fort, de tempête. Donc, ça, tous les arbres qui ont des grosses branches comme justement des frênes, qui ont souvent des branches qui s'allongent horizontalement, très, très grosses, et puis Très d'ailleurs lourd. qui sont peut-être plus vulnérables que d'autres plantes, et c'est un bois qui casse plus facilement. En plus, il y a la question de la grille du frêne qui n'est pas réglée non plus. Donc, mais j'aurais tendance à favoriser soit des arbres à plus petit développement qui sont intéressants, des amélanchiers, si on reste dans les arbres indigènes, donc amélanchiers, ce groupe-là est intéressant. Ça fait des arbres jolis qui sont assez résistants aux conditions urbaines, qui n'ont pas beaucoup de ravageurs, trop de ravageurs connus. Mais aussi, j'opterais pour des arbres qui ont certainement une meilleure résistance à la sécheresse parce que quand même, depuis quelques années, et ce qu'on sent, c'est qu'il y aura des périodes de canicule et de sécheresse plus fortes en été. Plus prolongé. Alors, ouais, et ça a des impacts parfois pas immédiatement sur les arbres, mais à la longue, ça les épuise beaucoup de ne pas pouvoir bien faire, de combattre des stress hydriques pendant l'été et d'avoir plus de difficultés à faire des réserves. Et d'année en année, ça devient souvent très impactant sur les arbres et leur survie. Alors, des arbres qui résistent bien à la sécheresse, dans la famille des légumineuses, là, par exemple, les fèviers, les gladithias, ce sont des arbres qui sont beaucoup plantés d'ailleurs en ville maintenant. Peut-être trop d'ailleurs, mais ça, c'est un autre Févier sujet. et la deuxième, C'est le nom latin, gladithia. qui est un Ouais. févier. Oui. Mhm. Alors ça, on les plante, sont bien. Les robiniers sont aussi des arbres de la famille des légumineuses. C'est des arbres qui résistent bien aux conditions de sécheresse. Sinon, ben, moi, j'aime bien les chênes, qui sont des arbres aussi bien adaptés aux milieux plus xériques, donc plus secs. Euh, Pas tous les chênes, mais certains chênes, le chêne rouge, entre autres, là, qui est un bel arbre d'ailleurs, et puis qu'on plante un peu plus maintenant en milieu urbain, mais qui réagit bien. C'est un arbre qui est à grand développement, mais qui est un arbre intéressant, qui peut ne pas convenir comme arbre de rue ou comme arbre même, partout, mais en parc, dans certains endroits, ce sont des beaux arbres et plus résistants à la sécheresse ou en fait aux conditions plus sèches. Euh, J'oserais dire des pins. Les pins sont très résistants à la sécheresse aussi, au milieu bien drainé. Donc, dans des conditions de sécheresse, ils pourraient peut-être mieux se comporter. Pas tous les pins encore là, mais les pins blancs, entre autres, mais ça, c'est des arbres qui peuvent devenir gigantesques, là, J'en mais ai dans plusieurs certains. sur mon terrain, Mais moi, je les aime centenaires. beaucoup. Je trouve que c'est des beaux arbres, mais c'est ça. Il ne faut pas que ça tombe sur Puis la donc, maison. c'est vers ça qu'il faudrait aller.
je pense. Donc, des arbres qui sont mieux adaptés aux conditions de sécheresse. Puis, Ouais. ben, moi, je ne dédaigne pas les essences exotiques parce que tout dépend. Si j'avais à refaire une forêt, je ne mettrais pas des ginkgos dans la forêt. Mais si j'avais à planter une maison en banlieue ou à Montréal, d'utiliser des essences exotiques comme des ginkgos, comme des érables, des très jolis érables de Lamur. Là, ce sont des érables petits avec des jolies feuilles et De une belle l'amur structure. avec un L? A, L apostrophe A, M, U, R. Hein? Ouais. Mhm. C'est Acerginala, le nom latin. Mais Mhm. ce sont des plantes et en fait des arbres très, très bien adaptés aux conditions urbaines parce qu'ils ont des plus petits développements, ils sont très jolis, ils sont assez résistants aussi on ne leur connaît pas trop de ravageurs. Le ginkgo biloba est un bel arbre aussi et qui n'a pas non plus, qui est très résistant aux conditions urbaines, de pollution, de chaleur, etc. Donc, il y a quelques espèces comme ça qui seraient de bons sujets. C'est Et la même clé, je dirais, médicinal. c'est la biodiversité. Oui, Autrement c'est ce que dit, je veux dire. essayez si vous plantez des arbres sur un terrain ou dans un parc, si vous êtes aménagiste pour une municipalité, la clé, c'est vraiment la diversité. Mm. C'est-à-dire qu'on essaie d'éviter de créer sur une rue Des un alignement monocultures. d'une seule espèce parce que quand Mhm. arrive un problème, ben, c'est ça. Donc, Oui, ils sont tous atteints. Et est-ce qu'il y a des arbres donc qu'on veut éviter ou moins favoriser? Le cèdre, par exemple, qui est très populaire, lui, il a besoin de beaucoup d'eau. Ken Taylor me le déconseillait il y a plusieurs années de la ouais. ferme Pointe-du-Moulin. Ben, les cèdres, c'est des arbres qui ont besoin d'eau et qui poussent souvent près des milieux, près des lacs, près de tout ça. Donc, ils ont des comportements, ils sont capables de pousser dans des conditions difficiles, mais en général, ils préfèrent l'eau. Et ben, c'est un arbre assez polyvalent, là, mais peut-être que dans les conditions dont on parle, là, c'est peut-être pas l'essence je veux dire, vers laquelle moi je me tournerais si je voulais diversifier mes choses. Donc, Il y en a d'autres fragile, en fait. Ouais. d'autres essences que vous favorisez moins. Ben, que favorise moins, ben, je Mhm. pense que c'est tout ce qui est tout ce qui aime bien les milieux humides, là, où les pieds dans l'eau, les érables argentés, les érables rouges, ça, c'est des essences il y a les micocouliers qu'on plante en ville aussi, les celtices, là, ce sont des arbres jolis, les trois espèces que je viens de mentionner, mais ce sont des plantes qui aiment l'eau. Alors, privé d'eau, les saules, c'est pareil, les peupliers aussi. Privé d'eau, c'est pas des plantes qui poussent bien et c'est des plantes qui réagissent mal au stress hydrique, qui vont perdre leurs feuilles très tôt et Mhm. peut-être pas être les meilleures quand on pense au changement climatique. Ouais. Mhm. Euh, Si on parle de plantation, préparation du sol, profondeur, quand on plante un arbre, est-ce que ça varie avec les espèces? Non, je pense que la pratique général, quand on transplante un arbre, il y a toujours un choc de transplantation, donc il faut auquel l'arbre aura à s'adapter. Mais c'est de créer une fosse plus grande que la motte de racines qu'on a, d'y ajouter de la bonne terre ou du compost ou donc un substrat qui va permettre aux jeunes racines de bien se développer. Et non, il y a pas, je pense que la pratique, quelle que soit l'espèce, c'est pas mal toujours la même, c'est-à-dire de créer une bonne fosse de plantation qui va assurer le développement des premières nouvelles racines. Souvent, on prend l'arbre on creuse la motte exactement en fait le trou La pour même planter l'arbre, la dimension? même dimension que la motte, là, puis Ouais. on met ça, puis autour, c'est tout compacté, c'est plein de J'allais vous roches. demander quelle Alors, ça, largeur de plus et quelle profondeur je de sais plus. pas, mais tu sais, si on a une motte de, je sais pas, moi, qui fait 40 cm, par exemple, ben, il faudrait tu sais, au moins ajouter un 20 cm tout le tour là, pour donc, de prévoir un 10-20 de plus OK. d'espace pour que les nouvelles racines puissent se développer et que l'arbre arrive à bien s'établir dans les premières années. Puis après, Mm. bon, ben, ça peut s'acclimater, C'est pas mais nécessaire de creuser plus profond, c'est plus en largeur. non. Non, non. Ben, quand je dis une marge un peu tout le tour, ça inclut aussi en profondeur, mais je ne pense pas qu'il faut creuser 25 pieds. Ouais.
J'ai Non, déjà non, non. creusé assez Ouais. profond Ben, pour il un faut. employeur quand Non, j'étais étudiant ouais, ben, à Bézurfé. ça sera très bon si on fait une fosse plus grande. Enfin, Mm. cette fosse est grande et plus elle est amendée d'un bon sol, Mm. ça aidera l'arbre, là. Mais Ça va pas nuire. faut rester Mm. raisonnable, quoi. Ouais. Mais sont plus en surface, comme vous disiez. Oui, D'accord. J'écoutais Jérôme Duprat, le bassiste des Cowboys Fringants, qui est un grand chercheur à l'UQO également. oui, Est-ce que vous travaillez ensemble sur oui. justement les milieux urbains? Ben, on se On a lu croise votre dans toutes recherche un sortes. peu. Oui. Oui, 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 oui. Jérôme est un collègue, là. On a fait des reportages ensemble. On a participé à des tournages de documentaires ensemble. Nos projets. Certains des étudiants que l'on encadre sont communs. Donc, oui, oui, on se retrouve. On a participé ensemble à des réflexions sur le plan climat de Montréal. Il a été Mhm. invité à quelques reprises. Moi, j'étais parmi le personnel qui a été mandaté enfin le personnel, les scientifiques qui ont été mandatés pour travailler au plan climat de Montréal. Et Jérôme a été invité à quelques reprises Mhm. euh, comme expert aussi. Donc, oui, on se croise et puis on se connaît quand Ouais. même. On parle beaucoup de corridors verts et bleus. Qu'est-ce que vous aimeriez que nos élus fassent de plus en plus Hmm. à ce niveau-là? Ben, Est-ce qu'il y a des cancres et des modèles qu'on doit souligner? Est-ce qu'il y a des villes qui ben, font mieux que d'autres? certainement, en tout cas, que cette idée de corridor vert, vous savez, moi, je suis soucieux quand on parle du développement, là, on va développer l'Est de Montréal. Tu sais, on entend beaucoup ça, l'Est de Montréal avec le REM, on va développer. Et j'espère qu'on aura le bon sens de développer à la lumière de notre compréhension des choses en 2021, là, puis pas comme on le faisait en 1950. Euh, Mhm. Développer un secteur de la ville ou de l'île de Montréal, oui, on est, on est heureux. On n'a pas le choix. C'est ça, on n'a pas le choix peut-être, mais le développer intelligemment. Puis j'espère qu'on laissera la place justement des espaces verts connectés par des corridors, une forte. J'espère on aura cette conscience-là et même qu'on soit un exemple pour la façon de développer des nouveaux quartiers. Dans le monde entier, le développement de zones urbaines, c'est assez limité parfois parce que tout est occupé et tout ça. Donc, on a la chance d'avoir un secteur de notre ville, dans l'est de l'île, qu'on souhaite développer, mais Dieu, faisons-le intelligemment, puis avec la pensée qu'il faut avoir aujourd'hui et penser à l'avenir et penser à ceux qui vont habiter ces quartiers. Donc, laisser Mhm. beaucoup de place à des corridors, à des endroits qui soient plaisants pour vivre et que la qualité de l'air soit bonne parce qu'il y a une présence d'arbres et de verdure Mhm. et pas simplement un alignement d'arbres le long d'un boulevard. Oui, mais Ça me comment est-ce désole qu'on se quand je vois ça. compare en termes de grands espaces verts urbains? Comment est-ce qu'on se compare? Au niveau de Toronto, je crois, j'ai déjà vu une vingtaine d'années, je crois qu'ils en avaient beaucoup plus au mètre carré ou par habitant. Comment est-ce que Montréal se situe à ce niveau-là? J'ai pas les chiffres là, puis Mhm. je serais embêté de faire des comparaisons exactes, là, mais je crois qu'on n'est pas si mal à Montréal pour notre pourcentage de canopée, mais On régresse ou ça s'améliore? Ça régresse tout le temps. c'est pas mal stable, je pense. On essaie de maintenir, je sais plus, n'oserais pas dire un chiffre parce que je ne l'ai pas en tête, mais on régresse pas, mais de là à dire qu'on a beaucoup amélioré les choses au cours des dernières années, je pense. Mhm. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi évident que ça. Parce on contrebalance le développement. Je pense que les dernières années, au cours des dernières années, il y a eu beaucoup, beaucoup d'efforts qui ont été mis en place pour accroître les saillies de trottoirs et planter des choses. Ça, c'est très bien. Je pense que c'est une bonne tendance qui se fait et souvent, ça se fait au détriment des espaces de stationnement où ça met ça amène certaines contraintes dans la circulation automobile, mais c'est un gros plus pour la qualité de vie des gens en ville. Alors, ce sont des bonnes choses. Et puis oui, ça a permis quand même d'accroître le pourcentage d'espaces verts ou d'endroits déminéralisés en ville. Alors, je pense que ça s'est quand même amélioré au cours des Ouais. dernières années.
c'est certain qu'il y a des conflits d'usage quand on est en situation de pénurie de logement, Ouais, qu'on ajoute 50 000 véhicules à chaque année. C'est c'est pas évident. sûr, ouais. C'est pas simple de concilier tout ça avec la Mm. mobilité qui est un enjeu Mm. important, et puis la présence d'arbres, et puis Mm. c'est ça. Mais je pense que il faut quand même pousser dans ce sens-là. Puis moi, ce dont je parle souvent, c'est que euh, les arbres, ce sont des êtres vivants grégaires, c'est-à-dire qu'ils aiment vivre ensemble. Mm. Alors, quand je vois Comme nous, un petit arbre, oui, en un petit général. arbre planté à tous les 20 mètres ou 50 mètres sur un trottoir entouré de ciment ou de béton, puis avec tu sais, les commerces ou les façades Ouais. des Ça buildings. vous coûte Bon, cher, vous en remplacez combien par année ces arbres-là qui sont isolés? Des milliers. encore là, le chiffre, je ne l'ai Ouais. pas. Il faudrait voir avec les gens du service des parcs et Ça tout coûte ça. cher d'eau, Mais, d'arrosage. je me souviens qu'il y a plusieurs années, j'avais fait une étude démographique, si on veut, de la survie des arbres ou de l'espérance de vie des arbres au centre-ville. C'était catastrophique. Mais je pense que ça s'est amélioré beaucoup depuis. Mais c'était de l'ordre de 5 à 7 ans, là. Un arbre, on Mm. le plantait, puis au bout de 5 ans, il était mort. Ouais. Mais ça s'est amélioré, heureusement. Là, le genre d'étude auquel j'avais participé avait contribué à mettre des chiffres là, de ce genre d'évidence-là sur Mm. l'espérance de vie. Et puis, on avait amélioré la grandeur des fosses de plantation, etc. Donc, Mm. ça s'est amélioré depuis ce temps-là. Mais en terminant, en tant qu'employé de la Ville de Montréal, je ne vous demanderai pas de lancer des pots, mais peut-être des fleurs à des quartiers. Est-ce qu'il y en a qui sont des modèles qu'on devrait imiter, comme, je ne sais pas, il y a Saint-Laurent, Rosemont, qui font beaucoup de choses à ce niveau-là? Ben oui, je crois qu'il y a une conscience générale, il y a une pression populaire qui est beaucoup plus forte qu'à une autre époque. Et effectivement, il y a des efforts qui ont été faits dans plusieurs des quartiers. Les Euh, ruelles vertes, entre autres, aussi. Les Tout à citoyens fait. s'impliquent. Oui, 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 oui. Vous mentionnez Saint-Laurent, Rosemont, Petite-Patrie, même sur le plateau, qui est un des quartiers les plus denses au Canada, ben, il y a de gros efforts qui ont été faits, et puis c'est quand même, on l'apprécie, on le voit, la présence de ces saillies de trottoirs qui sont réaménagés pour mettre du végétal. Alors, je pense que globalement, il y a quand même de l'amélioration et je pense il faut encourager ça, puis le reconnaître que c'est de beaux efforts. Et je pense que la qualité de vie des citoyens, là, au bout du compte, ils gagnent. Donc, ben, je pense qu'il faut juste l'encourager et que ça se continue, quoi. J'en profite pour saluer Alex Norris, qui est le conseiller de Jeanne-Mance, c'est mon ancien collègue, quand j'étais à la Gazette en 88. Ah, ben, Alors, en terminant, il y a tellement de choses extraordinaires à découvrir sur le site web Jardin Botanique. Est-ce que vous pourrez mhm. recommander aux gens d'aller voir ces temps-ci? Ben, on entre malheureusement, on entre dans une période un peu plus, pour nous, c'est notre basse saison. On vient de finir un formidable événement là, qui s'appelle Jardin de Lumière, qu'on Mm. tient toute la période de l'automne, qui attire beaucoup de gens dans un événement extérieur qui se tient en soirée à Montréal, accessible par métro. Et puis, ça donne l'occasion de voir de belles choses, de voir le jardin botanique sous un autre angle. Et ça vient de se terminer. On va reprendre ça l'année prochaine. Là, on entre pour nous dans une période plus tranquille, mais on a toujours nos serres d'exposition. Et puis, ça fait du bien d'aller se promener au milieu des plantes tropicales, des broméliacées, des Ouais. orchidées en plein hiver. Alors, Mm. les serres d'exposition sont là pour accueillir les gens pendant l'hiver. Et puis, c'est toujours même agréable de venir simplement marcher dans le jardin durant l'hiver, parmi l'arboretum, parmi les sentiers qui sont là. Et puis, ça fait Mm. une marche agréable dans un décor Magnifique, pas hein? banal. Ouais, ouais. C'est vraiment une belle thérapie de Ah, zénitude pour ça, se oui. remettre dans le moment présent. Ah, oui. Même pour les gens qui travaillent au jardin, je peux vous dire que je, je, j'apprécie les moments de balade dans le jardin jour après jour, même si ça fait plusieurs années que je suis là. J'en doute point. Alors, Michel Labrec, conservateur du Jardin botanique, c'est un grand plaisir de vous parler ce matin. Ben, je vous remercie, ça m'a fait plaisir à moi aussi. Merci à vous. Au Bonne revoir. journée. Merci.